qui sait, a toujours un coup d'avance. Et au 21e siècle, plus que jamais auparavant, nous sommes noyés sous des milliers de stimuli d'informations par jour. Et ça ne cesse et ne cessera de croître. Et au milieu de cet océan de données à traiter, les phares qui sont censés être nos repères se noient progressivement, cédant lentement à des vagues de critiques. Et c'est bien plus grave que tu ne le crois. On connaît tous quelqu'un, si ce n'est soi-même, qui est ultra sceptique quant aux informations servies par les médias traditionnels en France, et ce, peu importe l'âge. Et ça nous donne d'ailleurs des fois de petites pépites. Selon la Reuters Institute, c'est la branche recherche et études des médias et du journalisme d'Oxford. Bref, seulement 24% des Français font confiance en l'information, c'est même pas un quart, c'est le chiffre le plus bas en Europe, et on a perdu 11 points en un an. Quelque chose qui est à la fois intéressant et alarmant, c'est que ce n'est pas quelque chose d'inhérent à la France, mais qui se retrouve dans pratiquement toutes les grandes démocraties. Après, pour éviter de faire des généralités, on peut aussi dire que tous les médias ne se valent pas en termes d'image et de confiance auprès du grand public. D'ailleurs, réfléchis 2 secondes et fais-toi un classement d'entre la radio, la télévision, internet et la presse écrite, d'à qui tu accordes le plus de crédit aujourd'hui. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis là-dessus. Bref, parce que à l'échelle de la France, tu vas pouvoir te comparer, voici les résultats. Oh bah tiens, c'est qu'il y a une espèce de schizophrénie en fait, parce que c'est via les 2 médias en lesquels les Français ont le moins confiance qui s'informent le plus, à savoir internet et la télévision. Et alors là, mention spéciale à BFM TV qui se font pourtant tout le temps déchirer et qui se retrouve le second média traditionnel le plus consulté en France, juste derrière TF1 quand même. Le groupe France Télévisions qui lui est public est 3ème, suivi d'M6, et c'est seulement après que viennent d'autres canaux comme la presse écrite locale ou même des radios comme France Inter et RTL. L'audience de la radio, de toute façon, elle stagne depuis des années, quant à celle de la presse écrite, elle s'effondre depuis l'avènement d'internet et les rédactions sont obligées de s'y mettre. Mais ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même à nuancer en fonction des générations. Les médias traditionnels, et plus particulièrement la télévision, sont de moins en moins des références en matière d'information. C'est particulièrement observable chez les jeunes, qui s'informent à 18% par la télévision et 75% par internet, en privilégiant d'ailleurs les réseaux sociaux par rapport au support numérique de la presse. Et c'est le sociologue et chercheur Jean-Marie Charon au CNRS qui le dit. Ok, donc globalement c'est de la sauce pour les médias, y a pas à dire, mais maintenant reste à savoir pourquoi. Et en fait, y a un paquet de réponses. Pour commencer, il y a un chiffre qui est bien connu et qui explique déjà à lui seul pas mal de choses. 90% des journaux appartiennent à 10 milliardaires. Un autre, 55,3% des parts d'audience sont faites sur des chaînes appartenant à ces mêmes 10 milliardaires. Et pour la radio, c'est 40,4% des parts d'audience qui sont faites sur celles appartenant à ces 10 milliardaires. Et là, très rapidement et sans aucun jugement, on a déjà, je pense, une bonne réponse de pourquoi les médias sont souvent perçus comme institutionnels. Et donc, fréquemment associés au pouvoir, quoi. C'est le monde diplomatique et Acrimed, là, qui font chaque année un espèce d'arbre à qui appartiennent les médias traditionnels. Et il y a des connexions auxquelles tu t'attends, mais genre pas du tout. Par exemple, donc Bernard Arnault, première fortune de France et donc PDG de LVMH, il possède Le Parisien, Les Échos ou encore Aujourd'hui. Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, de l'école 42, tout ça, lui il a Le Monde, l'Obs, Télérama, le Courrier International. Patrick Drahi, et qui est SFR, quant à lui il a Libé, notre fameuse BFM TV, RMC ou encore l'Express. Serge Dassault, lui, Le Figaro, la famille Bouygues, TF1, TMC, LCI, tout ça. Bref, vous irez voir par vous-même, sinon on s'en sortira jamais. Mais à quoi ça leur sert en fait? Parce que qu'on soit d'accord, ça rapporte 0 thune, c'est pas rentable du tout. D'une façon générale, à avoir plus d'influence sur l'opinion publique en jouant sur la ligne éditoriale de leurs médias. Et à ce jeu-là, ils sont vraiment pas tous égaux. Par exemple, dans le cas de Dassault, donc c'est le fabricant des Mirage, des Rafales, des Falcon, etc., et dont le bon Serge a été maire, sénateur et même conseiller départemental sous le drapeau de l'UMP, Libé publiait en 2013 que le milliardaire prenait rituellement la plume et n'hésitait pas à recadrer les journalistes, une position qui lui servait à étendre son réseau d'influence. Sinon, Nicolas Bétou, qui fut le premier directeur de la rédaction du Figaro sous l'ère Dassault, expliquait que c'était un homme très obstiné, cela pouvait devenir compliqué quand il fallait gérer les sujets qui lui tenaient à cœur. Il faisait partie de ces gens qui disaient « Je suis propriétaire d'un journal, j'y fais passer mes idées ». Sûrement une très grosse ambiance dans les bureaux du Figaro à l'époque. Et alors même, durant la présidentielle 2017, c'était Nicolas Dupont-Aignan qui se rendait compte qu'il se prenait des énormes tirs de la part du Figaro et qui du coup a révélé une série de SMS plutôt clairs où t'avais donc Serge Dassault qui lui disait « Le boycott de mon journal n'est que la conséquence de ton attitude contre Fillon. Si tu changes d'avis, il n'y aura plus de censure, je te le promets. » Ah non, mais au moins on pourra pas lui enlever que ça a le mérite d'être clair, quoi. Et t'as pas le nord, quoi. Alors vous connaissez peut-être Bolloré, lui il possède Canal+, CNews et C8. Il aurait fait refuser plusieurs propositions d'enquête de l'émission Spéciale Investigation. Ça c'est selon son rédacteur en chef adjoint Jean-Baptiste Rivoire. Selon lui, la direction aurait fait savoir qu'elle tenait avant tout à défendre les intérêts du groupe Canal et estime qu'il est préférable d'éviter certaines attaques frontales ou polémiques à l'encontre des partenaires actuels ou futurs du groupe. Et Bolloré l'aurait complètement assumé au comité d'entreprise en expliquant « Ce n'est pas de la censure, c'est de la connerie. Il ne faut pas embêter les partenaires du groupe, attaquer la BNP ou le Crédit Mutuel, c'est débile. » En soi, de son point de vue, c'est pas faux, tu vois. Bref, t'as compris, en fonction de qui possède les médias, on se retrouve avec d'énormes conflits d'intérêts. Genre, comment BFM TV pourrait évoquer les Panama Papers dans lequel apparaît le nom de son propriétaire Patrick Drahi? C'est chaud. Salut, je suis Ludo de la chaîne Ludovic B et ayant été journaliste pour LCI dans le groupe TF1, j'ai pu voir ça de l'intérieur. Je faisais des sujets pour les journaux télé et c'est vrai que ça m'est arrivé qu'on me demande de les modifier pour que ça ressemble un petit peu plus
aux couleurs politiques de la maison. Je tiens à préciser que ça a quand même été extrêmement rare. C'était les rédacteurs en chef qui nous le demandaient après avoir vu les sujets, et c'était toujours de manière très subtile, jamais directe. C'était des trucs du genre est-ce que tu préférerais pas plutôt dire ça à la place de ça? Ça passerait mieux, non? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas des directives venant d'en haut, données aux rédac chefs pour museler les équipes. C'était plutôt la peur des rédacteurs en chef qui voulaient à la fois se faire bien voir par la direction et éviter de se faire taper sur les doigts. Au final, c'est plus une espèce d'auto-censure qui infuse dans l'atmosphère de la chaîne. En revanche, des directives des grands patrons, on en a eu. Par exemple, parfois, même si là aussi ça reste très exceptionnel, il arrivait qu'on nous demande d'inviter telle ou telle personne dans une émission. Et quand on demandait pourquoi, on nous répondait systématiquement que ça venait d'en haut et qu'il n'y avait pas forcément de raison particulière. Sauf que c'était toujours des politiques qu'on nous demandait d'inviter. Et tous du même bord politique d'ailleurs. Évidemment, la raison, c'est celle du développement d'influence. Les patrons de TF1 rendent service en invitant tel ou tel politique et ils espèrent qu'un jour un ascenseur sera renvoyé. Et d'ailleurs, c'était souvent ces mêmes hommes ou ces mêmes femmes politiques qui venaient manger à TF1. Parce que dans la tour TF1, à Boulogne, il y a la cantine des employés tout en bas, mais dans les étages, il y a aussi un restaurant. Seule la direction ou les présentateurs vedettes y avaient accès et on voyait passer les politiques avec qui ils déjeunaient parfois. Et de temps en temps, on se retrouvait à devoir inviter le politique qui était venu la veille, alors qu'il n'avait aucune actualité. Allez voir aussi son taf. En tout cas, il a complètement raison, et ces cas ne font heureusement pas école. Mais quand bien même, et cette fois-ci malheureusement, le fait qu'ils existent, même à petite dose, participe à fourrer la légitimité des journalistes. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'il faudra des années pour forger une confiance, mais que quelques secondes seulement suffiront à la détruire. Du coup, on se retrouve avec 68% de sondés qui estiment les journalistes dépendants de pression politique, et 61% de pression financière. C'est vraiment pas dingue pour l'objectivité. Et justement, puisqu'on parle thune, le second gros pilier de la défiance envers les médias provient de leur modèle financier eux-mêmes. En gros, quand t'es un média, soit t'es gratuit et tu vas tirer ton financement d'annonceurs qui vont te payer pour caler de la publicité. C'est comme ça que fonctionne YouTube par exemple. Donc là, ce qui compte, c'est vraiment l'audience, c'est ce que tu vas chercher à tout prix. Soit tu fais payer un abonnement à ceux qui te consultent. Netflix, voilà. Alors dans le premier cas, pour faire de l'audience, comme je l'ai dit, il n'y a pas 56 000 solutions. Il faut être le premier sur l'information. Et ça a un vrai coût. Et c'est chaud. Selon l'étude L'information à tout prix publiée en 2017, 64% de ce qui est publié par les médias en ligne est du copier-coller pur et simple. Et bien souvent de l'AFP. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence France Presse, c'est une agence qui centralise l'information avec un statut un peu particulier et assez unique en France. Elle est ni privée, ni sous le contrôle de l'État, bien que financée en partie par de l'argent public. Elle doit être la plus neutre possible et ce sont à des agences comme elle que les médias sont eux abonnés. Ces équivalents, c'est Associated Press aux États-Unis ou Reuters chez les Britanniques. Donc bref, revenons au copier-coller. C'est que le témoin de la course au temps et à toujours vouloir être le premier pour attirer les regards chez soi, on se risque à se casser les dents sur des informations parfois encore troubles, dont on doute encore de la véracité et dont on ne prendra pas nécessairement le temps qu'il faut pour s'en assurer. Et évidemment, pour des audiences pareilles, ça ne passe pas dès la moindre erreur auprès du grand public et c'est normal. Alors pourquoi on se fait chier? Pourquoi est-ce qu'on privilégie pas juste le modèle par abonnement? En plus, lui, il explose, c'est plus 208% en 5 ans. Mais il possède un énorme problème. C'est qu'il est payant. Et donc on creuse des inégalités d'accès à l'information pour les plus faibles revenus. En fait, les contenus les plus riches, les plus enrichissants, les plus profonds s'éloignent comme ça du grand public. Et comme on l'a dit, savoir, c'est pouvoir. Et il y en a plein qui se privent sans même le savoir d'un instrument essentiel d'ascension sociale. Bref, tu ajoutes à ça un manque de diversité, une bonne grosse dose de parisianisme et des sujets souvent trop rabâchés selon les Français, et tu obtiens la recette parfaite pour que chaque année, les médias prennent tarif. Plus les gens sont dans l'ère du soupçon, moins les médias seront jugés crédibles, et plus monte la crédulité. C'est-à-dire le désir de croire en des vérités narratives ou alternatives, pouvant ouvrir la porte au complotisme et au préfascisme. Ne pas connaître, c'est ne pas pouvoir juger, et ne pas comprendre, c'est se laisser manipuler. Il n'y aurait rien de pire qu'une population de sourds et d'aveugles, et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Toute cette vidéo, c'est que si tu tiens à ton mode de vie ici, tu dois te soucier de l'état des médias. Il faut juste admettre qu'aucun d'entre eux ne peut être complètement objectif, tout simplement parce que l'objectivité n'existe pas. Parce que derrière ces lignes, on y trouve des humains, et pas des machines. Et on ne le répétera jamais assez, la solution à ce biais, l'arme la plus efficace, c'est de recouper, de prendre plusieurs sources. Et rien ne sera jamais plus efficace pour aiguiser ton esprit critique. Alors, faire une critique des médias tous les jours est une bonne chose, parce qu'elle permet de ne pas laisser notre presse française se relâcher et de sans cesse la pousser à s'améliorer. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la haine de cette dernière, la méfiance à outrance et la crédulité tentatrice qui en résulterait.